Je me suis dit, écoute, tu ne sais pas quoi faire de ton existence. Bon, là, t'es un petit peu dans une période basse et pour récupérer, il faut faire quelque chose de complètement cinglé. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sandra Corbert. Elle est là pour nous parler de son ALIA, une ALIA un peu particulière parce qu'elle a été contrainte et forcée par la situation, par le corona. Voilà. Elle est arrivée en janvier 2020, 18 mois de présence sur le territoire. Elle nous raconte un peu la galère qu'elle a vécue. Sandra Corbert, bonjour. Bonjour. Alors, on est très contente que vous soyez avec nous parce que c'est vrai qu'on fait souvent des histoires d'ALIA extraordinaires, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Alors, vous avez décidé de venir un peu sur un coup de tête suite à une discussion avec un ami à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, tout à fait. Je sortais... Alors, première chose, c'est une ALIA extraordinaire dans le sens où elle sort de l'ordinaire. Mais... Voilà, c'est ça, exactement. Oui, alors j'étais sur Facebook, j'étais malade et pas très bien, et j'ai eu une conversation avec un ami sur l'orthodoxie moderne, qui est un courant, je pense, encore aujourd'hui émergent en France. Ça fait plusieurs années qu'il est là, qu'on commence à en parler, mais c'est encore quelque chose d'un petit peu confidentiel, même si ça commence à se faire connaître. Et je lui disais simplement, suite à une publication Facebook, tu sais, l'orthodoxie moderne, c'est pas encore quelque chose de connu très du grand développé. public. Okay. Voilà. Ce sur quoi il m'a dit, je peux t'appeler. Donc voilà, moi j'étais malade, j'étais en train de comater sur le canapé, je me suis dit j'ai envie de parler à personne, mais ça va me faire une distraction, c'est pas grave. Et tu pensais pas que ça allait t'amener jusqu'à faire ton ALIA en Israël, ça pas c'est clair. Du tout. Il m'a dit oui, tu sais, toi tu as un esprit libre, tu devrais partir en Israël parce que c'est le pays de la liberté, et il faudrait que tu ailles à l'Institut Pardes, car c'est pour les gens libres d'esprit, ouverts d'esprit. Et moi, je lui ai dit, mais tu es complètement à côté de la plaque. Moi, je ne peux pas aller en Israël. Je n'ai pas la condition physique ni mentale pour. Pourquoi ? Parce que pour toi, Israël, c'est un pays c'est un beau pour pays. Certaines personnes ? Oui. Ça veut il dire faut le dire. Voilà, on sera certainement en désaccord avec moi, mais c'est un pays qui est très beau et très dur en même temps, pour lequel il faut être préparé. Et même si on est préparé, on va prendre dans la figure quoi qu'il arrive. Et moi, je n'étais pas préparée du tout. Et ce n'était pas dans mes plans. Voilà, donc je lui ai dit, mais tu es complètement fou. Mais si, il faut que tu y ailles. Je lui ai dit, mais moi, je ne sais même pas si je crois en Dieu. L'Institut Pardes, tu m'expliques que c'est une yeshiva. Donc, c'est un institut un peu particulier où plein de gens différents étudient ensemble, et très, très différents. On est loin des études traditionnelles qui, généralement, ne sont pas mixtes. Là, c'est vraiment... Voilà, c'était y en a pour tout le monde. mixte, avec des gens... qui pouvaient vivre leur homosexualité ouvertement. Il y avait les hommes et les femmes étudiaient ensemble. Moi, quand je suis arrivée, il y a des non-juifs on a fait aussi il y a eu des fiançailles. Ouais. Non-juifs, moi, je ne porte pas de jugement parce que... Voilà, Non, sans jugement, mais voilà. c'est juste pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, non-juifs, non. Il y avait des juifs, moi je dis juifs selon le mouvement libéral ou juifs selon la halakha, et je ne prends pas parti. Voilà. Ok, donc on comprend bien que c'est une structure d'études qui n'est pas traditionnelle. Pas du tout. Voilà, entre guillemets. Alors, comment vous avez décidé de partir, quoi ? Et bien, à ce moment-là, je disposais d'une forte somme d'argent dont je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, écoute, tu ne sais pas quoi faire de ton existence. Bon, là, tu es un petit peu dans une période basse, et pour récupérer, il faut faire quelque chose de complètement cinglé, donc tu vas partir. Donc c'est comme ça que tu as décidé de partir. On va se tutoyer, ce sera plus simple, je pense. Et j'ai eu un incident 2 mois avant de partir, et j'ai failli perdre un œil. J'ai appelé les médecins, je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait. Ils m'ont dit tu te casses, tu te barres et tu tentes ta chance. Donc, et ils ne sont même pas juifs, donc... Ok, donc voilà. les choses, on va dire, pour toi, ont concordé. Tout était on. Voilà, et tu t'es dit, je vais m'inscrire dans cet institut, je vais étudier avec eux. Voilà. Alors, ça, c'était juste un périple, en fait. C'était pas pour faire l'ALIA. Tu es partie en tant que touriste, et c'était pour quelques mois. Voilà, c'est ça. Je suis partie avec un statut. J'ai fait un statut étudiant sur place. Ouais. Voilà, c'était juste étudier un semestre dans des conditions particulières, voir ce que ça pouvait donner. Comment c'était ? Voilà. C'était des gens très amicaux, très accueillants.
C'était dur malgré tout parce que avant de partir, j'ai complètement arrêté de regarder la télé en français, de lire en français. J'ai lu des livres pour me préparer, enfin des livres de Pas en Torah. hébreu, en anglais. Non, c'était pas forcément nécessaire en hébreu. J'ai pris des cours d'hébreu aussi avant de partir. Tu t'es quand même préparée. Oui, j'ai pris des cours d'hébreu. Je suis arrivée ici avec un niveau bête. Pas mal. Aleph plus bête, je sais pas trop. Donc ça allait, j'étais pas perdue, je comprenais. Mais l'anglais était pour moi peut-être pire que l'hébreu. Parce que la sonorité en hébreu se rapproche des voyelles françaises, donc c'est plus facile à assimiler. Mais l'anglais, vous avez différents accents, même si je ne fais que lire en anglais, regarder Netflix en anglais. Sans les sous-titres, vous avez les accents américains, australiens, d'Angleterre, écossais même, j'ai vu. Et il faut se faire à tous les accents. Bon, c'était pas tout à fait évident. Maintenant, au niveau de ce séminaire-là, est-ce que ça t'a comblé? Est-ce que tu as trouvé ta place? Ça m'a énormément apporté. Maintenant, vous dire si je crois en Dieu ou pas, je sais toujours pas, mais je crois qu'il y a quelque chose quand même dans l'univers. Mais, mais voilà. Oui, ça m'a apporté quelque chose de particulier. Et l'expérience du Corona également. Ça, on va en parler, mais juste pour finir sur l'Institut Pardes, c'est quoi? C'est la diversité des gens, du public qui était là, ou c'est les sujets, la façon dont ils étaient abordés? C'est quoi qui t'a plu? Tout, parce qu'il n'y avait aucun tabou et qu'en France, même s'il y avait des gens bien, j'étais frustrée. Enfin, c'est pas une question de gens bien ou pas bien, il y a une vision qui, moi, ne me correspond pas. Voilà, j'ai des amis de tous les horizons, toutes les obédiences, mais je ne me sens pas appartenir à une case en particulier. Voilà, j'allais prier dans une synagogue, enfin un Beth Rabbad, pardon, donc j'ai beaucoup d'affection pour mon rabbin, mais voilà, on est en désaccord sur plein de choses. Je voulais un endroit où je pouvais être en désaccord. Ok, là c'était le cas. On pouvait être en désaccord sur tout et se respecter. Et voilà. Et moi, j'en avais un peu assez en France. Une fois, moi, il y a une phrase qui m'a marquée, qu'on me dise, tu sais, dans le couple, il y en a un qui est fait pour construire la maison et puis il y en a une qui est faite pour décorer la maison. Moi, je ne me sens pas l'âme d'une décoratrice d'intérieur. Et pourquoi, moi aussi, je ne construirais pas la maison ? Ok, donc c'est ça qui t'a poussé vers ça. Alors, j'imagine que quand le programme d'études s'est terminé, tu aurais pu repartir en France, mais là, patatras, il y avait le Corona. Eh bien, moi, j'ai commencé en janvier 2020, les études. Ça s'est terminé début juin, si ma mémoire est bonne. Le Corona, il est arrivé fin février. Ouais. J'avais prévu pour Pessah, j'avais tout organisé, j'avais trouvé une location pas trop chère pour y mettre mon frère, ma belle-sœur, ma mère, pour qu'on fasse tous Pessah ensemble. Et boum, tout s'est écroulé, annulation à la dernière minute. Et j'ai pris la décision, je n'ai même pas réfléchi, il fallait que je reste. Je ne voulais pas prendre la responsabilité de me dire, OK, je vais prendre l'avion comme un joyeux de riz et puis risquer de contaminer d'autres gens, ma famille, moi. Enfin, c'était pas possible. Ouais, alors on n'a pas beaucoup parlé justement des jeunes qui étaient célibataires pendant cette période, seuls, qui venaient un peu d'arriver, en tout cas qui venaient fraîchement d'arriver. Ça n'a pas été simple, donc c'est franchement, je suis quand même contente que tu sois là pour pouvoir te donner la parole et exprimer tout ce que tu as pu vivre pendant cette période-là. Cette angoisse aussi face à la maladie, parce qu'on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé. Alors, quand on est en famille avec des enfants, on va dire que les uns se soutiennent, mais quand on est seul, c'est pas toujours simple. Je crois que tu l'as pas vécu de façon très simple. Tu étais assez angoissée par ce qui pouvait arriver, quoi, en fait. J'étais classée dans les personnes à risque modéré. Risque modéré, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, moi, j'ai un petit souci neurologique qui n'est absolument pas grave, mais que plein de monde a, que je gère et qui ne m'empêche pas de travailler. Bien mais sûr. tout d'un coup... alors, je le disais dans les recommandations françaises, israéliennes, je ne savais pas trop, mais toute maladie neurologique, situation à risque. Ouais, mais ça veut tout et rien dire. Ouais, donc ça mettait un petit peu plus l'angoisse sur comment gérer la situation, qu'est-ce qu'on était autorisé de faire, comment gérer les interactions avec les autres. J'imagine que ça devait être vraiment pas simple, quoi. Moi, j'avais la rage de vivre. J'ai failli passer plusieurs fois pour d'autres raisons complètement quelques années avant. Donc, je me disais... Bon. Et puis, j'avais aussi, l'an d'avant, le Corona n'était pas encore arrivé. J'avais perdu le goût et l'odorat plusieurs mois. Je savais ce que c'était. Je n'en suis pas morte, mais c'est une expérience terrible.
Encore aujourd'hui, je n'ai pas complètement récupéré le goût. Je l'ai gardé suffisamment pour profiter de la vie, mais voilà, ça, peu de gens y pensent que c'est sûr, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, tu aurais pu repartir en France, mais en raison de ça, du corona, etc., tu t'es dit non, j'ai pas tellement envie. Je préfère rester en Israël. Est-ce que tu as continué malgré tout à chercher du boulot ou est-ce que c'était C'était pas possible. Il y a eu une longue période où ce n'était pas possible parce que pour raisons sanitaires, tout a été bouleversé absolument partout, les entreprises, l'administration, et il fallait jongler avec l'administration israélienne, l'administration française. Et est arrivé le moment où mon visa expirait. Je voulais une extension de visa, mais on m'a dit... Alors, grâce à Pardes, Dieu merci aussi, j'avais plein de papiers. J'avais pratiquement mon dossier d'Alia complet sans le vouloir. Il manquait 2 papiers ou 3. Enfin, 2 papiers seulement, c'est Et tout. tu as quand même pris la décision de rester et de faire ton Alia en bonne et due forme. Pourquoi as-tu voulu rester ? Pourquoi tu n'es pas... Parce que je voulais vivre. Et que je voulais que ma famille reste en vie aussi. Et aussi, peut-être, parce que, vous savez, quand on a une maladie chronique, on est un petit peu mis sous cloche, un petit peu surprotégé. Et il y a une partie de moi, je pense, qui voulait vivre l'aventure, mais il y a aussi, voilà, c'était 50-50. Vivre, d'un pour côté, moi, être libre, et faire l'expérience de la liberté absolue. En Israël, parce que tu étais seule et que c'était un nouveau pays. Voilà, j'étais pas tout à fait seule non plus, parce que même si je n'avais pas vraiment la famille avec moi, je me suis fait ma famille à moi. Des copains. Voilà, des très bons amis aujourd'hui, comme je n'ai jamais eu. On s'est baptisé le Jewish Twitter. On s'est connus par Twitter, et puis après, on s'est rencontrés en vrai. Extra. J'ai passé des Shabbats avec eux. C'est pour moi des vrais amis. Ok. Donc, je n'étais pas tout à fait seule et je leur dois beaucoup. Donc, d'un côté, tu as voulu rester parce que tu t'es bien rendu compte qu'Israël était quand même un pays particulier qui donnait des opportunités, malgré la pandémie, oui. Voilà. Mais d'un autre côté, tu serais bien repartie pour être près des tiens. Pour voir la famille, c'était très dur. On se sent... on est un équilibriste et c'est comme si on avait tranché une partie de soi-même, littéralement. Moi, je le ressentais comme ça, quoi. Ouais. Alors maintenant, tu en es où exactement ? Je ne peux pas. Je ne sais pas exactement, toujours pas, parce que voilà, je suis toujours en équilibriste. Je vais sûrement repartir en France voir ma famille parce que ça fait 18 mois que je ne l'ai pas vue. Bien sûr, on comprend. Mais j'ai aussi des opportunités ici. Des opportunités professionnelles ? Oui. Alors, qu'est-ce qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre ? Tu sais pas. Avoir une vie stable et avoir ma vie à moi, parce que voilà, avoir ma vie à moi. Ouais. Et en Israël, tu l'envisages ? C'est possible. Pour moi, tout est possible là. Et cette année, je le redis, j'ai fait les gens se sont sentis en prison et c'est vrai qu'on était dans une sorte de prison. Pour moi, c'était non. Il a fallu que je me dise, tu n'es pas en prison, tu es en liberté conditionnelle. Et ça change tout. Et voilà, aujourd'hui, il y a toutes les portes qui s'ouvrent et donc je ne sais pas quoi faire parce que oui, ma famille me manque, mais où faire ma vie, c'est compliqué de savoir. Parce que je ne suis pas sortie de Jérusalem pendant 18 mois quand même, et encore, je ne suis pas sortie de certains quartiers parce que je me disais, j'ai tel ami dans ce quartier-là, s'il m'arrive quelque chose, il faut qu'il soit à côté. Ouais, c'est vraiment important ton témoignage parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a créé des situations de stress énormes pour les nouveaux immigrants, pour ceux qui étaient là, coupés de leur famille très proche, même si y a le téléphone, il y a Internet, il y a tout ce qu'on veut, mais malgré tout, si quelque chose arrive, on est livré à soi-même. Heureusement qu'il y a les amis. On dit souvent en Israël que les amis qu'on se fait pendant l'Alia, c'est une nouvelle famille. Tu l'as dit toi aussi. Voilà, c'est pas des gens, je veux pas oublier leur nom, je veux pas couper les ponts avec eux, je ne veux pas oublier leur visage. Maman Gisèle, si tu me regardes, et tous les autres. Voilà, c'est... Alors, je veux qu'on reste en lien. Alors, y a pas de, je te le souhaite et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir et qui ferait basculer, qui te ferait rester aujourd'hui ? Je me suis mise à écrire pour supporter. Pendant le corona ? Oui, je me suis mise à... Alors, au début, c'était juste raconter des bêtises sur Twitter, c'est-à-dire quand j'avais envie de pleurer, il fallait tourner le truc absolument avec humour. Et moi, j'aime bien écrire des choses drôles. Des fois, ce n'était pas drôle parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus drôle du tout. Hein, Bien sûr, on comprend. Voilà. Donc, ça a été un dégueuloir, quoi.
comme pour beaucoup de monde. Donc tu as beaucoup écrit pour tenir le coup. Et puis après, il y a des gens qui m'ont encouragée à écrire, mais cette fois sérieusement, et ils m'ont dit enregistre tes conversations Twitter. et à partir de ça, je me suis mise à écrire des pages et des pages, et c'est devenu quelque chose de sérieux. Et tu vas en faire un livre. Ouais, tu vas en faire un livre. Oui, c'est en cours. Ouais. Et je pense, voilà, j'ai vu des livres de développement personnel, j'ai vu des livres de médecins et même des livres de complotistes. J'ai vu des livres de complotistes en librairie. Je ne mentionnerai pas le nom, mais ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, moi, je suis juste l'individu lambda qui a été pris dans un événement et qui n'a absolument rien commandé et qui s'est dit, OK, il y a des vents contraires et je ne peux pas aller contre. Il va falloir que je fasse avec. Que j'aille dans le sens du vent. Bien sûr. Donc, tu as quand même des projets. On espère pour toi que tu pourras rester ici, en tout cas que tu trouveras ce que tu es venu chercher, réaliser ta vie ici en toute liberté, en étant contente tout simplement de ton activité professionnelle. Je rappelle que tu étais institutrice en France, mais peut-être qu'aujourd'hui tu as envie... Oui, c'est quelque chose que je ne peux plus faire de toute façon. Donc, et je pense que peut-être ce n'était pas ma vocation aussi. Ouais, on dit souvent en Israël qu'on trouve sa vocation. Peut-être. Mais c'est le cas, et moi, je sais écrire. Après, je ne m'attends pas. Voilà, je suis une nouvelle immigrante. J'ai galéré pendant 18 mois. Mes économies ont quasiment fondu. Au soleil. Voilà. Mais malgré tout, tu n'envisages pas. Tu n'exclus pas. Ce sera peut-être plus juste la possibilité. Peut-être plus tard. Peut-être maintenant. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai déménagé 10 fois. Ouais. Parce que quand on n'a pas de papier officiel, c'est compliqué. Donc, si tu peux perdre le gain de 100 parties et te mettre à reconstruire, tu seras un homme, ma fille. Bon, voilà. Alors, juste pour finir, parce qu'on arrive au bout de l'émission, si tu as un conseil à donner à des gens qui sont sur le départ, qu'est-ce qui t'a manqué pour que les choses soient plus fluides pour toi ? Moi, je suis partie par hasard. Je pensais passer 5 mois et je suis restée 18 mois, pratiquement 18 mois. Et encore aujourd'hui, je vais retourner voir ma famille, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, préparez-vous. Mais vous aurez le loisir de vous préparer. Ne faites pas comme moi. Mais moi, je n'ai pas eu le choix. Ensuite, même si vous êtes préparé, vous allez probablement prendre dans la figure. Et moi, j'ai un conseil à donner que quelqu'un d'autre m'a donné. Ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. Ça, c'est pas mal comme conseil. Ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion parce que c'est normal, on prend plein la tête, on a envie de faire des bêtises. Ne faites pas de bêtises. Que vous retourniez en France ou que vous restiez ici, pesez le pour et le contre. Écrivez sur un papier, voyez les opportunités. Et n'oubliez pas, dans un sens comme dans l'autre, à moins d'être dans une situation très grave, il y a toujours une ouverture, voire 4 ou 5. Ouais. Mais on n'y pense pas toujours. Ouais. Et il faut penser au probable et à l'improbable. En tout cas, c'est quand même un message positif que vous nous donnez, Sandra. On vous souhaite bonne chance, vraiment. Merci beaucoup. Pour la suite, ici ou là-bas, de préférence, on espère pour vous que ce sera ici, puisque vous avez des opportunités, des portes qui se sont ouvertes. On espère pour vous que vous allez pouvoir les enfoncer, voilà, tout simplement, et puis faire ce que vous avez envie de faire. À très bientôt, Sandra. À très bientôt. Et bonne chance. Ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.